Et aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons rentrer dans l'ère de la mécanique quantique avec ce Méquaquès qui portera sur le film Spider-Man 2. Allez, c'est parti. Alors, quel est le rapport entre Spider-Man 2 et la mécanique quantique? Alors, très rapidement, je vous fais l'histoire. Peter Parker, alias Spider-Man, avec sa double vie, eh bien, va devoir affronter un nouveau méchant. Ce nouveau méchant n'est autre qu'un scientifique fou, le professeur Octavius, qui se transforme en une sorte d'octopode à 4 pattes. Déjà, il y a un problème. Voilà, bon, il y en a 4, ok, un quadripode, du coup. Bon, c'est pas grave, on va dire octopode parce qu'il a lui-même 4 pattes, ce qui fait 8. Dans ce cas-là, on serait d'accord. Très bien. Donc, le professeur Octavius fabrique une machine qui doit normalement lui servir à contrôler la fusion thermonucléaire pour produire de l'énergie sur Terre. Et en fait, bien sûr, ça dégénère et Peter Parker se retrouve à le combattre. Voilà. Bon, il gagne à la fin, on le sait, puisqu'il y a Spider-Man 3, mais maintenant revenons un petit peu plus sur le détail de cette fusion thermonucléaire. On va s'empesantir un petit peu là-dessus. Alors la fusion, qu'est-ce que c'est? La fusion, ce n'est ni plus ni moins qu'une réaction nucléaire, donc qui implique uniquement les noyaux de l'atome, c'est-à-dire qu'on vire tous les électrons et on regarde que les noyaux. J'en ai un petit peu parlé dans un précédent qui parlait du diagramme HR, qui parlait des étoiles en fait. Donc je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et on continue. En fait, qu'est-ce que c'est que la fusion thermonucléaire? C'est rapprocher des noyaux d'hydrogène pour produire de l'énergie. Mais comment faire? Eh bien, on rapproche ces noyaux d'hydrogène, et si on arrive à les rapprocher suffisamment, on va produire de l'énergie grâce à la relation E, plutôt delta E égale MC2. C'est dans la vidéo que je vous ai citée précédemment, donc je ne détaille pas. Le problème, c'est que ces noyaux, en fait, possèdent tous une charge positive. Et vous l'avez appris à l'école, les charges plus se repoussent. Il va donc falloir fournir une énergie cinétique énorme à ces noyaux pour qu'ils puissent vaincre la barrière coulombienne. Cette barrière coulombienne étant vaincue, ils vont pouvoir réagir pour former en fait un noyau d'hélium. Et je vous passe absolument tous les détails de ce type de réaction qui est bien plus compliqué que ça. Mais au final, ça nous donne cet hélium plus pas mal d'énergie. Dans les étoiles, on appelle ça la chaîne proton-proton. Je ne détaille pas. Est-ce qu'on peut réaliser ce type de réaction de fusion avec d'autres types de noyaux? Eh bien en fait, il y a un type de noyau qui s'appelle le deutérium, qui est exactement comme l'hydrogène d'un point de vue des propriétés électroniques, puisqu'il n'a qu'une charge plus, mais en fait il a aussi un petit neutron. Donc en gros il est 2 fois plus lourd. Et en fait, ça va changer un petit peu les choses, mais pas grand chose. Donc on peut mettre 2 deutérium ensemble, et là aussi on peut les faire fusionner, on va obtenir de l'hélium, et on va obtenir également de l'énergie. Mais est-ce que c'est encore la seule réaction? On va voir qu'il y en a plein d'autres en fait. Et on va voir que ces réactions ne sont pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Par exemple, sur ce diagramme, j'ai représenté l'efficacité. Alors les physiciens parlent de section efficace, ça s'exprime en par mètre carré en fait, mais c'est en gros, ça donne une efficacité. Plus c'est grand, plus c'est un processus efficace. J'ai tracé ça en fonction de l'énergie cinétique des noyaux qui vont arriver pour se percuter, pour vaincre la barrière coulombienne. Et on voit par exemple que la réaction deutérium plus deutérium a à peu près une efficacité maximale dans une certaine gamme d'énergie. Alors on parle de kilo-électron-volt. En bas, je vous donne pas la conversion, c'est l'unité des physiciens. On pourra en parler sans doute un petit peu plus tard dans un correspondant pour dire d'où viennent ces électronvolts ou kilo-électronvolts. Un kilo-électronvolt, c'est 1000 électronvolts. Il y a également un autre type de réaction avec du deutérium et un noyau isotope de l'hélium. Et ça, on voit que c'est un petit peu plus efficace, donc c'est très bien. Parce que plus c'est efficace, plus on va pouvoir produire d'énergie finalement. Voilà, et EDF va être super content. Bon, est-ce qu'on peut pas être encore un petit peu plus efficace? Et pour ça, j'ai besoin d'introduire un autre noyau. Le précieux tritium est le carburant qui rend ce projet viable. Que l'on appelle le noyau de tritium.
tritium, pas tritium, d'accord? Il y a un T, mais ça se prononce ce, tritium. Voilà. Rien à voir avec trisélectif, tritium. T'es compris? Ouais, merci. Et en fait, ce noyau de tritium, qu'est-ce que c'est? Il a lui aussi les mêmes propriétés que l'hydrogène ou le deutérium, puisqu'il n'a qu'une charge plus. Donc d'un point de vue électronique, c'est la même chose. Par contre, il a une masse triple, et il se trouve que en plus, ce noyau, le fait qu'il ait 2 neutrons et 1 proton, il va être carrément instable et radioactif, comme on va le voir dans quelques secondes. Mais si on fait collisionner du tritium avec du deutérium, eh bien ça donne la réaction nucléaire la plus efficace sur Terre. Et donc ça veut dire que si on veut être vraiment efficace sur Terre, il va falloir employer cette réaction deutérium plus tritium. Alors tout ça c'est bien beau, mais à quelle température est-ce qu'on va pouvoir se mettre et est-ce qu'on a le choix? Alors au cœur du soleil, il fait à peu près 15 millions de degrés, donc c'est relativement chaud, et c'est ce qu'on représente sur ce diagramme par le petit bandeau orange. Voilà. Ça, c'est la température qui règne au cœur du soleil. Et on voit que les réactions ne sont pas du tout efficaces dans cette gamme de températures. Et en fait, pour des raisons que je n'explicite pas ici, sur Terre, eh bien, la température maximale que l'on va pouvoir produire est de l'ordre de grandeur de 10 fois la température qui règne au cœur du soleil. Et là, on voit que la réaction la plus efficace, eh bien, c'est la réaction deutérium plus tritium. Donc, tout va bien, utilisons du deutérium et du tritium, qui sont des noyaux isotopes de l'hydrogène. Donc cette réaction nécessite quand même d'avoir une température du milieu réactionnel qui est de l'ordre de 150 millions de degrés Kelvin. Ou Celsius, parce que la différence entre les deux, c'est un peu moins de 300 degrés. Quand on parle de 15 millions, que ce soit des degrés Celsius ou Kelvin, franchement, ça changera pas grand-chose. Donc je vais dire degrés, sans préciser. Et vous n'allez pas m'embêter. Ok? Alors cette réaction nucléaire deutérium plus tritium va fournir de l'hélium et un neutron. Ces deux particules vont avoir une énergie cinétique chacun. Et en fait, l'hélium va conserver à peu près 20% de l'énergie cinétique qui va servir à entretenir le milieu réactionnel. C'est-à-dire en gros que vous donnez une pichenette au départ, vous fournissez de l'énergie, et puis à la fin, vous avez votre marmite qui bout toute seule. C'est plus ou moins ça. C'est assez pratique. Bon, de temps en temps, il faut remettre du tritium quand même dedans, sinon ça s'appauvrit, mais hormis ce petit détail que je ne détaille pas plus, qui n'est pas un petit détail, ça marche, quoi. Et le neutron va emporter à peu près 80% de l'énergie cinétique à travers les murs, puisque les neutrons peuvent traverser la matière, une partie de la matière, et ils vont être arrêtés dans un fluide caloporteur qu'ils vont chauffer. Et en fait, ce fluide caloporteur va chauffer, va entraîner des turbines, et blablabla, ça va faire un petit peu l'électricité, comme finalement dans une centrale, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça c'est pour la théorie, c'est très bien. Mais maintenant, d'un point de vue pratique, comment faire pour se faire rencontrer du deutérium avec du tritium? Vous me direz, c'est facile. On met du deutérium, on met du tritium, on met tout ensemble et on chauffe à 150 millions de degrés. Rien que ça. 150 millions de degrés. Docteur, vous avez réussi une parfaite fusion. C'est une révolution qui dépasse tous les rêves de votre père. Merci. Nous produisons un surplus de 1000 mégawatts. Je ne sais même pas si vous vous représentez ce que ça peut être 150 millions de degrés, mais en fait c'est assez complexe. Je ne vais pas détailler les méthodes de chauffage, c'est un thème de recherche à part entière aujourd'hui dans ce secteur, mais il y a différentes façons d'arriver à chauffer les ions. Et je vous en parlerai peut-être lors d'une autre vidéo si vous me posez des questions. Comment faire pour que du deutérium et du tritium se rencontrent? Eh bien la première des choses, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'autres espèces qui soient un petit peu embêtantes et qui empêchent qu'ils se rencontrent. C'est comme si vous mettez tout un tas de célibataires, vous mettez A et B, et bien A et B, qui sont célibataires parmi 1 milliard de célibataires, ils vont avoir très peu de chances de se rencontrer.
Par contre, si vous les mettez que tous les deux en contact et que vous excluez les autres, le nombre de probabilités de rencontre va fortement croître. Mais on fait exactement pareil en fait là. Il va falloir isoler le système et chasser toute l'atmosphère. Ce qui veut dire que dans le film Spider-Man 2, pour y revenir, lorsque l'on voit cette scène, on voit bien là qu'ils sont en train d'être chauffés, donc tout ça se fait à l'air, tranquillou. Bah ça c'est pas possible parce que justement il y a de l'air, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, et il y a tout un tas d'autres éléments, il y a de l'eau, du CO2, je passe, il y en a un paquet. Mais il y a une pression atmosphérique de plein de choses. Et c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et le problème concret numéro 2, c'est comment isoler ces réactions nucléaires, puisqu'il va y avoir 150 millions de degrés. Il faut absolument pas que ça touche des murs, sinon ça se vaporise. Le métal qui accepte un dépôt de chaleur le plus important possible, actuellement, eh bien, ce métal va fondre à 3400 degrés Celsius. 3400 degrés Celsius, 150 millions de degrés, il y a 3 ordres de grandeur entre les deux, bon, c'est pas évident, donc il faut faire appel à quelque chose de très très important, les champs magnétiques. Donc il va falloir isoler le système. Et comment faire pour isoler le système? Il y a un truc très très pratique qui s'appelle la force de Lorentz. La force de Lorentz, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la seule équation de cette vidéo. La force de Lorentz, c'est une force à laquelle vont être sensibles les particules qui sont chargées électriquement, soit positivement, soit négativement. Alors il se trouve que là on a des noyaux de deutérium et de tritium qui sont tous les deux chargés positifs, donc ils vont être sensibles à cette force. Alors cette force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, il y a la charge, c'est proportionnel à la charge, très bien. C'est proportionnel à la vitesse des ions, donc quelque part à l'énergie cinétique, et c'est aussi proportionnel à ce qu'on appelle un champ magnétique. Le petit chapeau au milieu, c'est un produit vectoriel, on l'a déjà un petit peu vu, ce produit vectoriel, dans le dernier sur le moment cinétique, et j'y reviens pas ici, c'est un outil mathématique très utile. Et je détaille pas plus. Mais en gros, lorsque vous avez un champ magnétique, donc là on va représenter une ligne de champ magnétique comme ceci, eh bien si on applique le principe fondamental de la dynamique à une particule, cette particule, eh bien, elle va simplement se mettre à tourner, à spiraler autour de cette ligne de champ magnétique. Ce qui veut dire qu'elle va être piégée autour de cette ligne de champ magnétique. Elle ne va pas pouvoir aller en haut, elle ne va pas pouvoir aller en bas, elle va tourner autour de cette ligne de champ magnétique. Bon, du coup, elle est confinée dans une direction, cette direction-là. Comment faire pour la piéger complètement? Bah, vous prenez cette direction et puis vous faites un cercle. Bon, c'est simple à dire, dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous formez un cercle. Et c'est facile parce que là, elle va spiraler autour de ce cercle de façon infinie, elle est piégée. Donc vous mettez les deutérium dans un sens, vous mettez les tritium dans l'autre sens, et puis à un moment donné ils vont bien se rencontrer. Voilà. En fait, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Vous mettez tout ça dans une boîte et vous pouvez faire le vide avec des pompes avec un débit important et vous allez chasser tout l'air. Et ensuite, vous injectez votre tritium et votre deutérium que vous chargez électriquement en leur arrachant des électrons et en leur donnant plein d'énergie cinétique. Et les réactions de fusion nucléaire vont se passer à proximité de ces lignes de champ magnétique que vous aurez créées grâce à des bobines supraconductrices. Bon, c'est simple à dire, mais en réalité, c'est relativement complexe. Ça s'appelle, ce dispositif expérimental, un tokamak, du russe qui veut dire, je sais plus, vous irez voir sur Wikipédia, vous tapez tokamak, d'accord? Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tokamak, c'est le tokamak ITER qui est en construction sur le site de Cadarache, à proximité d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et juste pour vous donner l'échelle de ce truc-là, vous avez un bonhomme en bas. Donc c'est quand même un projet international où il n'y a pas qu'un seul chercheur dans son labo qui tranquillement tout seul, pouf pouf, va faire son petit dispositif, sa petite cuisine. C'est des collaborations internationales à plusieurs milliards d'euros. Alors des tokamaks, il en existe un paquet, mais qui n'arrivent pas à produire de façon efficace de l'énergie par réaction thermonucléaire. On en produit, mais moins que ce qu'on injecte pour initier les réactions. Le but du projet ITER, c'est par exemple d'avoir 10 fois plus que ce qu'on injecte. Je fais simple, mais c'est l'ordre de grandeur. Comment on appelle ce type de confinement? On appelle ça un confinement magnétique. Il en existe un autre. Il y a une voie qui est étudiée en parallèle, et on appelle ça le confinement inertiel.
Et le confinement inertiel, il y a plusieurs types, mais nous on va parler uniquement de celui qui utilise des lasers. Et vous avez pu constater que, eh bien, le professeur Octavius utilise des lasers dans sa machine, hein, on le voit ici. Voilà, il utilise des lasers, donc ça c'est très bien, sauf qu'un laser, si on regarde sur le côté, ben, on voit pas la lumière. Le principe du confinement inertiel, eh bien, on va mettre du deutérium, des molécules qui sont composées de deutérium et de tritium, dans une pastille. Genre de pastille. Cette pastille, eh bien, on va la positionner au centre de quelque chose. Ce quelque chose, eh bien, c'est en fait un centre d'une sphère dans laquelle vous allez avoir en fait tout un tas de lasers tout autour qui vont être pointés sur cette cible. Et de façon contrôlée, un gros dépôt d'énergie par ces lasers va se faire de façon simultanée. Si bien que cette bille, en fait, eh bien, elle va se comprimer et la température va augmenter. Elle va tellement augmenter et être comprimée que nous allons avoir des réactions nucléaires qui vont se créer à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un autre moyen de produire des réactions thermonucléaires. Et bah finalement, c'est pas mal parce que c'est exactement ce qu'utilise le professeur Octavius. Hein. Voilà. Et alors ce type de dispositif, eh bien, il y en a un qui est en fonctionnement en ce moment en France, qui s'appelle le laser mégajoule. Là encore une fois, je vous montre le type de dispositif où on voit les lignes laser et on voit aussi l'échelle avec le petit bonhomme. Donc c'est aussi une grosse cathédrale. Alors oui, le tritium est radioactif. Sur ce graphe ici, vous avez la quantité de tritium en fonction du temps. Et la quantité diminue à peu près avec cette allure. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on va perdre la moitié de la quantité initiale. Et on dit que le tritium a une période de 12 ans, une demi-vie de 12 ans. C'est-à-dire que si on attend encore 12 ans, on va encore en perdre la moitié, etc. La moitié de ce qui est resté, puis la moitié de ce qui est resté, etc. Donc en fait, au bout de seulement quelques milliers d'années, on n'a vraiment plus grand-chose. C'est-à-dire que le tritium qui est actuellement sur Terre, c'est pas du tritium qui est issu de la formation de la Terre et de la nucléosynthèse stellaire, etc. etc. Sur Terre, on estime qu'il y a à peu près quelques kilogrammes, 3-4 kilogrammes, dont une bonne partie qui est formée de façon naturelle par des réactions qui se passent dans la stratosphère en fait, puisqu'il y a des rayons cosmiques qui vont interagir avec des molécules de notre atmosphère pour former un petit peu de tritium. Et on a aussi une formation de tritium qui n'est pas naturelle, elle est artificielle et créée dans les réacteurs thermonucléaires. Ça c'est un déchet et ça se vend très bien. Voilà. Alors, dans ITER, notamment, il y a une paroi qui va être dite tritigène, qui est un petit peu éloignée par rapport aux parois de l'enceinte à vide, qui est un petit peu derrière. Et en gros, dans cette paroi, on met des éléments qui vont réagir avec les neutrons, ça va reformer du tritium qui va être réinjecté. Donc il y a une grosse technologie derrière ça, pour essayer de rendre la machine la plus autonome possible, finalement. Et il nous reste un quatrième point concret à vérifier, la nature des matériaux, des pods, les pieds là, enfin ou les mains, je sais pas, les trucs qu'il met dans le dos, un peu bizarre. C'est de quelle nature ça? Parce que c'est très pratique hein, pour le réalisateur du film, il dit simplement c'est un matériau qui n'est pas magnétique, comme ça il n'est pas soumis au champ magnétique qui confine le tritium, et en plus, il ne craint pas la chaleur, comme si un matériau ne craignait pas la chaleur. Effectivement, ça existe dans une certaine gamme de chaleur. Je vous rappelle que le tungstène, c'est le métal qui fond avec la température la plus élevée, 3400 degrés. Ça veut donc dire que si on lui met trop de chaleur, il va fondre. Et ben voilà, c'est un petit peu le problème, c'est que en fait le matériau parfait n'existe pas, et pour le moment dans ITER, et dans le réacteur d'après qui s'appelle DEMO, qui est prévu pour après les années 2050, eh bien ces réacteurs vont être tapissés de tungstène. Ce tungstène, qui n'est pas magnétique, est censé absorber des forts flux de chaleur, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de mégawatts par mètre carré, et ça on sait difficilement faire en fait, quelques dizaines de mégawatts par mètre carré. Donc en fait on va un petit peu grignoter des murs. Il y a toute une problématique qui s'appelle l'interaction plasma-paroi, parce qu'en fait, le deutérium et le tritium forment à l'intérieur ce qu'on appelle un plasma, et il va y avoir une certaine interaction quand même avec le bore. Mais tout ça, je vous l'épargne, et je vous en parlerai peut-être dans le futur pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Revenons maintenant au film.
Donc en gros, c'est pas trop mal sur l'idée, oui, il faut bien du tritium, mais on a oublié qu'il fallait aussi du deutérium. Ok, on a des champs magnétiques pour confiner, mais il faut pas oublier d'enlever tout le reste, sinon, bah voilà, on peut pas fabriquer nos... Ouais, enfin, il faut isoler le système. Et il y a quand même un truc de ouf, c'est que finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que faire la fusion thermonucléaire sur Terre, c'est pas un savant fou dans son coin qui va y arriver. Il faut des équipes internationales, et c'est véritablement des projets qui sont pharaoniques et qui coûtent des milliards aux contribuables, sur toute la Terre. Donc c'est quelque chose de très différent de je bidouille dans mon petit laboratoire. Donc pas de risque de ce côté-là, il n'y a pas quelqu'un qui va vous faire sauter le labo. En plus, les réactions ne s'emballent pas, hein, parce que dès que vous perdez le confinement, en fait, le plasma s'éteint. Là, on a l'impression qu'au contraire, c'est en train de s'emballer, mais non. Lorsque vous perdez le confinement, au pire, vous détruisez les murs, ça coûte des sous, mais c'est tout. Ça s'arrête. C'est pas comme la fission thermonucléaire où il peut y avoir des réactions en chaîne, et là, c'est le bordel. Non, là c'est quand même quelque chose de beaucoup plus safe. Alors j'ai presque terminé, mais il me reste encore à vous expliquer 2-3 petites choses. Vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film pour vous parler finalement d'introduction à la physique quantique? Eh bien j'ai envie de vous répondre, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, faut pas que je réponde ça, faut pas que je réponde ça. Je plaisante. Alors... En fait, pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien tout simplement parce que le fait de confiner des particules chargées sous vide, ça a été quelque chose qui a permis la découverte de l'électron et de la caractérisation de la charge et de la masse de cet électron. Et je vous ai montré la semaine dernière une vidéo sur le web dans mon dernier Skippy, le Skippy numéro 2. Eh bien, vous verrez dans le premier Ah bah ouais qui sera consacré à la mécanique quantique que nous rappellerons comment fonctionne cette expérience. Et cette expérience, je vous spoil très rapidement, c'est basé sur un truc qui est le tube de Crookes, qui a été inventé entre 1800 et 1900 et qui a permis la découverte de l'électron en 1897. Petite parenthèse, ces recherches fondamentales à l'époque, les gens qui n'étaient pas des physiciens n'avaient absolument rien à péter. Seulement, dans les années 1940, on a utilisé ce tube de Crookes pour fabriquer finalement les premiers canons à électrons, qui ne donneront naissance qu'à ce qu'on appelle le téléviseur, outil qui n'est pas du tout utilisé par le commun des mortels aujourd'hui, du tout. Voilà, donc en fait, le petit message, c'est juste de dire que des recherches fondamentales ne trouvent pas forcément une application concrète dans la minute. Ça peut prendre du temps, mais ça trouve toujours une application concrète en fait, hein, parce que les gens derrière, ils essaient de chercher comment appliquer ça et faire des thunes. Donc laissez les chercheurs chercher. Bon, c'est une petite parenthèse. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc nous abordons maintenant véritablement le monde quantique, et vous allez avoir toute une série de ah ben ouais qui vont être bien découpés, bien ciblés, et qui vont prendre pour certains un petit peu d'équation par-ci par-là, pour essayer de vous expliquer finalement que ce monde quantique, c'est pas si étrange que ça. Ça semble étrange parce qu'on en parle, on dit ouais c'est quantique, bon, mais en fait c'est pas n'importe quoi, hein. Il y a vraiment des règles qui régissent ce monde quantique et on va commencer à les aborder avec les prochains ah bah ouais. Donc je vais pas vous faire la liste détaillée, mais j'en ai au moins 5 qui sont prévus dans le futur, voilà, sur uniquement le monde quantique. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez reprendre une activité normale, mais surtout n'oubliez pas de rester critique. Permis la découverte de l'électron en 1897. C'est pas 1897. Qui a permis la découverte de l'électron. Qui a permis la découverte de l'électron en 1897. Qui a permis la découverte de l'électron en 1897. Pourquoi je disais ça? Je me déconcentre. Faut que je me reconcentre. Quelle heure il est? Ouh, il est 2h30. Qui a permis la découverte de l'électron en 1897.